Madame le bâtonnier, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le vice-bâtonnier, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir convié à l'occasion de votre rentrée solennelle. Il n'est pas commun pour un parlementaire de venir s'exprimer devant un parterre d'avocats. C'est d'ailleurs la première fois, vous l'avez rappelé, Madame le bâtonnier, qu'un président du Sénat assiste à la rentrée solennelle du barreau de Paris. Non pas que mes prédécesseurs n'aient pas été invités, ou moi-même, mais c'est ainsi. Je souhaite manifester, par ma présence parmi vous, l'attachement du Sénat à ce que vous incarnez, la défense des libertés et droits fondamentaux, mais aussi une justice en proximité. La défense des droits et libertés fondamentaux est au cœur de votre engagement. Tous les jours, vous plaidez les libertés au travers des personnes que vous défendez. Et dans les temps agités que nous connaissons, vous plaidez dans l'espace public pour défendre un certain équilibre entre la sécurité et la liberté. Madame le bâtonnier, au moment où vous nous appeliez à nous recueillir, nous voyons bien que le terrorisme a bouleversé nos sociétés. Il a bouleversé aussi notre législation. On vous a beaucoup entendu à ce sujet. Et il me semble que vous étiez là dans votre rôle, un rôle de vigie essentiel dans notre État de droit et dans notre démocratie. Je crois que le Sénat vous a entendu, sans doute pas sur tout, mais a été attentif et vous a entendu. Le Sénat a une tradition de défenseur des libertés fondamentales. Cette vocation spéciale n'est pas issue de la Constitution, mais au fond, d'une tradition qui trouve sa source chez Schœlcher, chez Hugo, chez Clémenceau, et d'autres sans doute moins célèbres et pas présents sur des bustes, mais qui ont eu en permanence au cœur la différence entre la nécessaire sécurité et l'indispensable liberté. Lors de l'examen des lois, et je les qualifie, entre guillemets, sécuritaires, après les attentats, le Sénat a été vigilant à préserver un certain équilibre entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public indispensable, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. Je pense notamment aux apports du Sénat sur la loi sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme en octobre 2017, avec l'introduction de cette fameuse clause d'autodestruction. Sans doute, on n'en a pas assez parlé, qui permet de conférer un caractère temporaire au transfert dans la législation des mesures de l'état d'urgence, renforcement des garanties des justiciables, que ce soit les périmètres de protection limités dans le temps et l'espace, l'information du juge des libertés et de la détention sur les visites domiciliaires et saisies. Plus récemment, lors de l'examen de la loi de programmation et de réforme de la justice, le Sénat a été attentif au respect des droits fondamentaux dans l'utilisation des technologies. Ainsi, l'extension du recours à la visioconférence est encouragée afin de limiter les extractions judiciaires et très concrètement aussi les risques d'évasion. Peut-on néanmoins imposer une visioconférence à un prévenu en détention provisoire contre son gré pour une audience où sera décidée sa remise en liberté éventuelle? Point d'interrogation. Malgré les efforts accomplis, l'utilisation de cette technologie reste sans commune mesure avec une véritable « conversation » entre guillemets
entre la personne détenue et le juge. De plus, pardonnez-moi d'entrer dans ces détails, mais ça a fait débat, et ça fait débat chez vous, la question du positionnement de l'avocat en cas de visioconférence. Doit-il être au plus près du juge pour renforcer l'effet de sa plaidoirie, ou doit-il être au plus près de son client dans sa mission de conseil? Nous avons été entendus partiellement par l'Assemblée nationale, puisque le texte adopté donne le droit au justiciable de s'opposer à la visioconférence pour son placement en détention. Pardonnez-moi d'avoir choisi cet exemple, mais nous voyons bien, et j'y reviendrai d'un mot, qu'en ces temps de réseau, il faut que nous soyons attentifs aussi à ce que sont les libertés individuelles et collectives. Nous avons, me semble-t-il, aussi une seconde valeur en commun, l'attachement à une justice de proximité et en proximité. Vous jouez sur le terrain de la proximité un rôle essentiel. Par l'organisation de vos barreaux, vous maillez le territoire et participez ainsi à l'accessibilité du droit pour tous les Français. Je n'oublie pas que je suis dans un barreau qui représente à lui seul 50% de l'effectif professionnel, mais je crois que plus on est fort, plus on doit être attentif à ceux qui sont plus modestes, mais qui représentent sur le territoire, car n'en doutons pas, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, du sentiment d'une partie de nos concitoyens d'être à côté, de ne plus participer au débat, qu'entre métropolisation, mondialisation, financiarisation, ils sont en dehors. Ils se retrouvent dans l'abstention, sur les ronds-points ou dans des votes extrêmes. Vous jouez un rôle essentiel sur ce point. La proximité est aussi au cœur de notre travail, de par notre mission constitutionnelle de représentants des collectivités territoriales, mais aussi du fait de notre élection au suffrage universel indirect au niveau départemental. Nous sommes ancrés dans les territoires et dans ce réseau assez incroyable qui a été redécouvert l'an dernier de la trame des 550 000 élus locaux qui font le maillage et la cohésion de ce pays en ces temps de décohésion. La crise dite des Gilets jaunes nous appelle à redoubler d'efforts. J'évoquais il y a un instant ces Français qui ont le sentiment d'être laissés pour compte, notamment, mais pas seulement, mais notamment à cause des difficultés d'accès aux services publics. Or, la justice doit être pensée comme un service public et elle doit aussi répondre à l'exigence de qualité et de proximité. C'est pourquoi nous avons été attentifs lors de la récente réforme de l'organisation judiciaire. Nous avons accepté le regroupement du tribunal de grande instance et des tribunaux d'instance de son ressort, mais nous avons insisté sur le fait que cette réforme ne devait pas conduire à la fermeture d'implantations judiciaires au nom de l'exigence de proximité pour le justiciable. Nous avons souhaité que soient créés des juges en charge des contentieux de proximité. Sur ce point, nous avons été entendus. En revanche, notre opposition au dispositif complexe et peu utile de spécialisation des tribunaux de grande instance en matière civile et pénale et l'instauration d'un mécanisme d'encadrement de la modification de la carte judiciaire n'ont pas été repris par nos collègues députés. Le Sénat sera donc attentif à la mise en œuvre de cette réforme en exerçant pleinement son pouvoir de contrôle. C'est d'ailleurs pour cela, Madame la garde des Sceaux, que le 30 octobre dernier, vous étiez devant le Sénat, notamment sur la prise en compte des critères, lesquels d'évolution de la carte judiciaire. Vous me direz qu'il est beau d'afficher une forme de philosophie convergente, mais par quels moyens parvenir à la défendre? La première exigence, c'est le dialogue. On parle de cette crise de confiance, mais plus largement, elle ne touche pas que la France, mais toute l'Europe. Vous le savez bien, cette crise de confiance touche particulièrement les responsables politiques, mais pas que les responsables politiques.
En fait, on n'a plus confiance en la parole publique. Je crois qu'une partie de la solution réside moins dans la réponse apportée que dans la méthode empruntée. Sans dialogue, pas de confiance. Sans dialogue, pas d'avancée possible. C'est dans ces esprits que notre commission des lois investit les pouvoirs d'une commission d'enquête a travaillé au redressement de la justice pendant plus de 9 mois. Nous avons visité 15 juridictions, 4 centres pénitentiaires, 3 écoles de formation du ministère de la Justice, ainsi que dans les locaux de la plateforme nationale des interceptions judiciaires et en même temps le chantier du Palais de justice de Paris. Lors de 117 auditions, notre commission a entendu 289 personnes. Elle a reçu 111 participations sur notre espace participatif ouvert sur le site du Sénat. C'est ainsi, dans ce souci d'être au plus près de vos préoccupations, que le président Bas vous avait reçu au début de cette année, Madame Le Bâtonnier. Vous étiez alors nombreux à demander la suspension de la réforme de la justice et l'ouverture d'un dialogue sur l'avenir de la justice. Afin de tenter de renouer le dialogue et de trouver des solutions d'avenir, notre commission avait organisé, c'était inédit, des tables rondes réunissant avocats, magistrats, greffiers, et qui ont manifesté une étonnante unanimité. Je crois que c'est cette même méthode qui doit prévaloir à la veille de la réforme sur les retraites. Je connais votre attachement à votre régime de retraite et à la gestion de votre caisse autonome. La Caisse nationale des barreaux français est la manifestation de la solidarité professionnelle qui vous unit. On doit tenir compte, pour vous comme pour d'autres, je pense notamment à d'autres professions libérales, non seulement des spécificités de votre métier, mais aussi de la qualité de la gestion des caisses. Pour reprendre une expression récente du Premier ministre, cette réforme doit se faire sans brutalité, et je peux vous dire que nous y serons attentifs. L'autre exigence, pour mener à bien vos missions, réside bien sûr dans les moyens de la justice. Le diagnostic sur la situation de la justice est connu depuis longtemps, comme les pistes de réforme possibles. Le Sénat a joué son rôle d'alerte auprès du gouvernement, et j'allais dire des gouvernements, sur les moyens nécessaires au redressement de la justice. L'encre de la loi à peine sèche, la programmation budgétaire votée pour le quinquennat est remise en cause. Le budget de la justice pour 2020, et je vais être désagréable avec personne, est inférieur de plus de 150 millions d'euros aux engagements, déjà inférieurs aux besoins de la loi de programmation 2018-2022 pour la justice. Cela confirme le manque de préparation dans la mise en œuvre du plan de construction aussi des prisons. Comme en 2019, le budget consacré aux juridictions judiciaires est celui qui augmente le moins, l'effort consenti de seulement 0,13%, ce qui ne permet même pas de couvrir l'érosion liée à l'inflation. Si le Sénat a salué la diminution du taux de vacance de postes de magistrats, qui est un point positif, il a attiré l'attention sur la situation beaucoup moins favorable des greffiers, dont les postes ne sont pas pourvus. Il a également souligné la diminution des crédits de l'aide juridictionnelle de 22 millions d'euros et l'adoption d'une réforme de l'aide juridictionnelle de manière précipitée à l'Assemblée nationale, qui, en supprimant l'obligation d'avoir un bureau d'aide juridictionnelle dans chaque tribunal de grande instance, sans préciser leur nouvelle répartition, ne peut que susciter des craintes sur le maintien de l'accès à la justice pour nos concitoyens les plus vulnérables. C'est un sujet important, c'est un sujet majeur. Alors, Madame le bâtonnier, Monsieur le vice-bâtonnier, Mesdames et Messieurs, en ces temps troublés par la remise en cause de l'État de droit, la tentation sécuritaire, la mutation des réseaux sociaux, je vous le redis comme dans mes premiers mots, vous jouez un rôle de vigie pour notre démocratie. Pour vous accompagner, continuez à être des aiguillons, des vigies,
dérangez-nous, mais je crois que c'est important si nous voulons être attentifs à cet état de droit, à cette démocratie, souvent mise à mal. Regardons le monde autour de nous tel qu'il est, et souvent pas si loin que cela de chez nous. En tous les cas, vous pouvez compter sur le Sénat. Je vous remercie.